Chers amis de météopédagogie et des décryptages météo, bonjour. Je vous reviens après 3 semaines de pause. Il faut bien de temps en temps partir en voyage pour se ressourcer. Mais je suis d'autant plus ravi de vous retrouver donc pour ce décryptage météo numéro 38 qui tournera beaucoup autour du vent. Il faut dire que nous avons enregistré une tornade dans le Val d'Oise, donc il me paraît intéressant de revenir sur donc les facteurs et l'origine de cette tornade, et d'autant plus qu'elle a quand même provoqué la mort d'un jeune ingénieur sur un chantier, donc dans la ville d'Hermont. Et puis aussi, nous allons revenir donc sur la tempête Benjamin, qui n'a pas été chose aisée pour les modèles de prévision numérique et les prévisionnistes. Et je pense que vous allez apprécier la conclusion. N'oubliez pas évidemment les pouces bleus pour les référencements. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soutenez la chaîne, partagez-la, c'est vraiment important pour qu'elle soit plus connue. Si vous estimez que tout ceci, tout ce que nous produisons est de qualité, il faut vraiment nous soutenir. Vous avez aussi en description, évidemment, toutes les sources qui ont permis de réaliser cette vidéo, mais aussi tous les liens de nos réseaux sociaux. Bien évidemment, X qui marche très très bien, Blue Sky aussi, pour ceux qui sont rétifs à X, Instagram, et puis nous soutenir aussi financièrement grâce à Tipeee. Voilà pour cette introduction, mais passons maintenant dans le vif du sujet. Pour resituer cette tornade, prenons l'animation radar du site de Météo Ciel du lundi 20 octobre durant l'après-midi, et vous avez évidemment la région parisienne dans la partie droite, et vous avez donc la cellule qui se situe donc au sud-ouest de Dreux, qui se déplace vers le nord-est. Nous étions dans une situation de cyclonisme de sud-ouest, donc avec une dépression dans la Manche, et donc un vent de sud-ouest donc à l'avant, et on peut quand même constater qu'au départ de l'animation, eh bien, les couleurs sont plutôt jaune orangé, et c'est vraiment en passant donc au nord-est de Dreux, eh bien, que ces couleurs deviennent rouges, voire même parfois violettes. Et donc tout ceci, c'est la marque d'une cellule orageuse qui s'est intensifiée et qui est devenue une super cellule. Et les super cellules, eh bien, favorisent les tornades. Je fais un bref rappel sur ce qu'est un orage supercellulaire, mais vous pouvez consulter la fiche du décryptage météo numéro 30 qui s'affiche maintenant au-dessus dans la vidéo. Un orage supercellulaire est un orage extrêmement puissant et organisé, caractérisé par un courant ascendant en rotation sur lui-même appelé mésocyclone. Et cette rotation est favorisée par le cisaillement des vents que nous allons aborder ci-après. Et il faut évidemment aussi une instabilité suffisamment élevée et que la cellule soit isolée pour qu'elle puisse capter donc toute l'énergie dans la zone environnante. Mais je vais maintenant vous montrer le schéma d'une super cellule classique. Et donc effectivement, nous pouvons constater qu'il faut du cisaillement des vents à tous les étages pour pouvoir permettre bien cette rotation donc du courant ascendant avec le mésocyclone et la présence d'une tornade à la base. Je vous montre aussi un autre schéma très complet, extrait de la fiche Wikipédia, donc des orages supercellulaires, et on peut deviner dans la colonne ascendante et descendante, eh bien donc cette rotation des différents courants, avec aussi donc le courant descendant avant et le courant descendant arrière, qui sont très caractéristiques des orages supercellulaires et qui montrent que le courant descendant est donc translaté par rapport au courant ascendant, ce qui est donc la grosse différence par rapport aux orages monocellulaires classiques qui ont les courants ascendants et descendants superposés, ce qui tue donc les courants ascendants. Et donc, un orage supercellulaire, de ce fait, eh bien, non seulement est très puissant, il peut générer donc de très fortes rafales de vent, des tornades, mais il peut aussi longtemps durer, donc pendant plusieurs heures. Et donc, c'est aussi cela qui fait la grande différence des orages supercellulaires par rapport aux orages monocellulaires classiques. Il faut directement signaler que la tornade d'Hermont est née sous une supercellule qu'on appelle LT, donc en anglais low top, ou donc en français de basse altitude.
Ces supercellules doivent leur nom du fait de leur développement sous une tropopause assez basse. Nous allons y revenir dans quelques instants, et donc sous une instabilité plus faible, ce qui n'empêche pas qu'elles peuvent également produire des phénomènes violents, dont des tornades, comme tous les autres types de supercellules. Ces supercellules sont assez courantes dans nos contrées, même et surtout en basse saison, y compris en hiver, mais donc aussi en octobre, période où la tropopause est la plus basse. J'ai déjà eu l'occasion de parler de l'anomalie de tropopause dans deux décryptages. Le précédent, donc le numéro 37, dont l'affiche maintenant apparaît maintenant au-dessus, mais aussi dans le décryptage météo numéro 28. Et donc, vous pouvez consulter ces deux fiches pour plus d'informations. Mais donc, l'anomalie de tropopause, c'est donc la limite entre la troposphère et la stratosphère, et donc on découvre une anomalie ici assez basse, en couleur bleue, c'est-à-dire donc quand même avec une altitude inférieure à 8000, voire 6000 mètres sur le nord-ouest de la France, et donc clairement le Val d'Oise se situe dans des altitudes particulièrement basses, ce qui favorise les supercellules LT. Pour revenir à une des conditions fondamentales pour la formation des supercellules et donc des tornades, eh bien, reparlons donc du cisaillement. Vous avez ici une carte du supercalculateur européen CMWF avec donc la modélisation donc du cisaillement, le shear en anglais, de bas niveau, donc dans la couche donc qui va entre 0 et 0,6 miles. Donc c'est vraiment très basse couche et c'est matérialisé en nœuds, donc knots en anglais. Donc il faut toujours multiplier par 1,85. Mais si vous êtes effectivement dans la zone orangée, c'est-à-dire entre 30 et 35 nœuds, ben vous êtes dans une zone à effectivement 55 km/h de cisaillement. On peut voir quand même que ce n'est clairement pas du cisaillement faible et que donc la zone du Val d'Oise était quand même plutôt bien située, entre guillemets, pour la formation de supercellules et de tornades. Dans ce sondage prévisionnel du même supercalculateur européen pour la région du Val d'Oise, donc ce 20 octobre à 18h heure GMT, eh bien nous pouvons aussi constater le cisaillement sur cette partie-ci, donc que je suis en train de souligner, SHR, le shear, entre 200 et 850 millibars, c'est-à-dire environ entre 10 km et 1500 mètres, et donc nous avons bien un niveau de 31 nœuds, ce qui correspond encore une fois à la plage orangée que nous avons vue dans la carte précédente avec des valeurs de 55 km par heure. Notons aussi que le profil est bien limite avec la courbe rouge des températures et la courbe verte du point de rosée qui sont bien proches l'une de l'autre, ce qui contribue donc à augmenter l'instabilité à travers cette humidité et donc à former les orages et les supercellules. Mais ce qui va être maintenant très important d'analyser, eh bien, c'est cette partie supérieure droite de ce sondage prévisionnel avec ce qu'on appelle les hodographes. Un hodographe est un diagramme qui permet de mesurer le cisaillement directionnel et de vitesse du vent. Et donc, vous avez ici les quatre coordonnées principales en degrés, donc entre 0,90, 180, 270 et 360 degrés, que vous pouvez retrouver aussi sur ces deux axes principaux, donc vers la droite et vers le haut. Vous avez aussi les différents cercles concentriques qui montrent donc la vitesse du vent en fonction de l'altitude avec plusieurs points reliés par des droites en noir. Et donc vous avez ici sur ce premier point la surface à 161 degrés, donc un peu à gauche du 180 degrés et avec une vitesse de 25 nœuds, donc légèrement en dessous de la valeur de 28 nœuds. Si nous continuons à monter vers donc le premier kilomètre, eh bien nous pouvons constater que cette fois-ci nous sommes bien à 42 nœuds, 175 degrés, donc tout proche de la ligne verticale, et puis ainsi de suite vers le deuxième kilomètre à 204 degrés, donc bien à droite cette fois-ci du 180 degrés et proche du 56 donc nœuds, donc à 54, et puis nous montons même au-delà de 56
avec 59 nœuds, donc à 229 et 241 degrés. Donc, effectivement, nous pouvons voir, grâce à cet autographe, eh bien, la variation de la vitesse du vent avec l'altitude. Donc, nous allons jusqu'à 4 km. Et donc, nous avons 59 nœuds au kilomètre par heure. Et donc, nous avons aussi la variation du degré, ce qui nous permet de constater et donc de comptabiliser la variation de cette vitesse et de cette direction, et donc de mieux prévoir les supercellules et les tornades. Dans le cas qui nous préoccupe pour la tornade du Val d'Oise, si nous reprenons l'odographe du sondage prévisionnel, eh bien, nous pouvons constater qu'effectivement, il y avait un cisaillement de vitesse assez important. Donc, dans les basses couches, si nous prenons cette zone du premier kilomètre, eh bien, nous pouvons constater que clairement, nous partons donc de la surface avec un vent de 20 nœuds et cela augmente donc pratiquement jusqu'à 50 nœuds donc dans cette zone-ci. Et puis donc il y a des variations de direction du vent. Nous restons plus ou moins aux alentours des 40 nœuds et puis nous pouvons constater que nous basculons progressivement de la zone donc, en diagonale, c'est-à-dire un vent de sud-ouest, vers en altitude un vent qui est plein 270 degrés, donc un vent qui est clairement d'ouest en altitude avec le courant jet, et c'est ce que nous allons pouvoir constater avec les cartes suivantes. Si nous prenons l'archive du modèle Arome pour cette journée du lundi 20 octobre à 17h, nous pouvons constater que sur la région du Val d'Oise, eh bien, en surface, les vents étaient bien au sud, sud-ouest, pratiquement sud, avec le centre dépressionnaire situé donc sur le sud-ouest de l'Angleterre. Et nous pouvons constater que le vent est déjà d'ouest sur la Bretagne. Donc, non seulement le vent tourne en altitude, mais il tourne aussi dans l'espace. C'est quand même un virage assez important. Et dans ces cas-là, eh bien, le cisaillement est souvent bien prononcé avec un fort dynamisme dans les basses couches, et cela tend à favoriser évidemment le dynamisme des cellules orageuses. Si nous prenons ensuite le vent à une altitude différente, par exemple ici le vent à 700 hectopascales, c'est-à-dire plus ou moins vers 3000 mètres, eh bien nous pouvons constater qu'il n'est plus de sud-sud-ouest, il est déjà clairement plus orienté au sud-ouest, et donc tout ceci impulse clairement un cisaillement. Et alors, si nous prenons à l'altitude du courant jet, donc à 300 hectopascales, eh bien on peut voir clairement que la branche du courant jet est plutôt orientée à l'ouest, comme on a pu voir avec le hodographe. Il est même très légèrement d'ouest-nord-ouest. Mais donc, nous avons clairement une variation qui est de 90 degrés entre les basses couches et les hautes couches. Et donc, la formation de cisaillement qui stimule la formation d'orages supercellulaires et donc potentiellement de tornades. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous est celui de la tempête Benjamin qui a frappé l'Europe du Nord-Ouest, donc la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, essentiellement le 23 octobre. Mais vous avez ici une image satellite en vapeur d'eau du 22 octobre, donc en soirée vers 22 heures. Et à ce moment-là, eh bien, Benjamin n'était pas encore parfaitement bien structuré. Donc le centre, en fait, se situait au nord de la Bretagne ici. Donc on a un début d'enroulement, mais qui est quand même pas très joli à voir. Et ce qui m'intéresse surtout dans cette image satellite, c'est cette ligne de nuages ici que vous pouvez voir donc dans le golfe de Gascogne. C'est même une droite, et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'en fait, c'est la marque du courant jet. La tempête Benjamin est pratiquement un cas d'école de sortie gauche du courant jet. Comme je vous l'ai montré sur l'image satellite, eh bien le courant jet est bien droit, donc du côté du golfe du Gascogne. Mais ce qui est important, c'est de voir la divergence d'altitude. Donc vous avez toutes les lignes noires qui divergent à partir de cette sortie gauche de courant jet dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Et on voit très bien cette divergence du côté de la Normandie, en rappelant donc encore une fois que le centre de surface de Benjamin se situe au nord de la Bretagne. Donc quand vous avez
cette opposition en sortie gauche et cette divergence d'altitude, eh bien, vous avez de facto un appel d'air qui se forme de bas en haut et qui va provoquer le creusement de la dépression. Si vous ne comprenez pas encore ce que c'est que l'importance de la divergence d'altitude, eh bien, il suffit de taper divergence d'altitude tempête dans Google et vous avez le résultat de l'intelligence artificielle. Le courant de jet et d'autres phénomènes en altitude peuvent provoquer une divergence, c'est-à-dire une dispersion de l'air vers l'extérieur. Cette divergence retire de l'air de la colonne atmosphérique située au-dessus. Pour compenser, le sol devient une zone de basse pression car moins d'air est exercé sur lui. L'air qui ne peut pas entrer dans le sol est contraint de monter. L'air plus froid et plus sec en altitude et l'air plus chaud et plus humide en surface se rencontrent. La montée de l'air force la condensation de la vapeur d'eau, formant des nuages et des précipitations. Si la divergence en altitude est supérieure à la convergence en surface, le processus peut s'emballer et former des vents de plus en plus forts, intensifiant la tempête. Pour compléter sur ce phénomène, eh bien, donc le courant de jet dans le golfe de Gascogne avec les zones en rouge, c'est ce qu'on appelle un jet streak. Donc, en fait, le cœur du courant de jet, la partie la plus intense, et donc en sortie gauche, comme on a ici, vous avez ces divergences. Mais dans la partie sud, eh bien, vous avez effectivement dans la sortie droite de la convergence, où donc les anticyclones peuvent se former. Donc, par contre, dans le cas contraire, eh bien, vous avez de la divergence donc en entrée droite où les tempêtes peuvent aussi se former, mais c'est surtout vrai dans les sorties gauche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la prévision de cette tempête de Benjamin n'a pas été chose aisée. Et ceci est dû essentiellement à un élément, c'est la forme de la dépression. Nous pouvons voir qu'elle a une forme assez oblongue, avec un premier centre qui se situe en pleine mer du Nord, et un autre centre qui est plutôt à la rencontre entre la mer du Nord et la Manche. Et vous avez ici, dans cette zone sud, eh bien, un pincement isobarique où vous aviez les vents les plus forts. Et évidemment, pouvoir modéliser, anticiper ce passement isobarique, cette forme oblongue, eh bien, sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres au grand maximum, avec évidemment une trajectoire précise située dans la Manche entre la Grande-Bretagne et la France, c'était vraiment très compliqué pour les modèles. Si nous comparons avec la modélisation d'arômes, eh bien, nous pouvons constater qu'effectivement, il y avait quelques petites différences. Alors, c'est vrai que nous avons effectivement une forme plutôt oblongue que nous pouvons distinguer ici, avec bien les deux centres, donc plutôt en mer du Nord, ou en tout cas l'extrême est de l'Angleterre, et un autre centre plus au sud. Mais on peut voir que le pincement isobarique était un peu plus prononcé sur la modélisation que par rapport donc à l'observation. Donc, en d'autres termes, eh bien, les rafales n'étaient peut-être pas aussi puissantes qu'attendues en suivant la modélisation, mais d'une manière générale, le comportement global et aussi dans les moyennes lignes de cette dépression a été très bien appréhendé et c'est quand même une excellente performance. En réalité, la tempête Benjamin était ce qu'on appelle en néerlandais un kanaalrat, c'est-à-dire en français un rat de Manche et non pas un rat de canal comme l'indique ici la traduction automatique d'un article du site de Franck de Beauzereux que vous avez en description. Effectivement, canal se traduit aussi par canal pour donc ce cours d'eau aménagé, mais avec un K majuscule. Cela désigne bien la Manche. Et ce que dit cet article est très intéressant, car bien évidemment, les larges dépressions de plusieurs centaines de kilomètres peuvent être détectables plusieurs jours à l'avance grâce à leur taille. Mais les petites dépressions d'un diamètre de 100 kilomètres, voire moins, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué et ces petits systèmes ne pouvaient pas être calculés dans le passé par les modèles informatiques, avec donc l'exemple donné par Franck de Beauzereux du 12 mai 1983. Et bien évidemment, le terme de rat est utilisé pour cet insecte sournois, cet animal sournois qui agit de manière invisible, furtive, difficile à détecter, mais parfois mortelle. Grâce aux ordinateurs puissants de la génération actuelle, et c'est là où ça devient important, nous pouvons effectuer des calculs plus précis
pour un plus grand nombre de points par unité de surface. Cela nous permet d'observer des détails plus précis et d'obtenir de meilleures prévisions. Nous pouvons ainsi suivre ces petites dépressions violentes au-dessus de la Manche et il donne d'autres exemples dans les années 2000. Donc, conclusion de cette partie et finalement de tout ce décryptage, eh bien, grâce à cette révolution technologique et météorologique des modèles informatiques de prévision numérique de ces dernières années qui sont de plus en plus puissants, eh bien, nous pouvons anticiper des choses de petite taille mais qui restent très violentes et qui peuvent provoquer mort et destruction. Donc, il faut vraiment voir les choses de manière positive par rapport donc au cas de la tempête Benjamin, même si tout n'a pas été parfait, eh bien, elle n'aurait pas été tout simplement prévisible il y a 30, 40 ou 50 ans. Eh bien, en 2025, nous pouvons prévoir beaucoup mieux ce genre de choses. Voici donc ce décryptage météo numéro 38 terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus pour les référencements, les partages, etc., etc. C'est vraiment important pour que la chaîne grandisse. Et je vous donne rendez-vous pour le décryptage météo numéro 39 le 3 novembre. Et vous pouvez déjà noter dans votre agenda le 6 novembre, eh bien, le direct météo numéro 8 où nous ferons une synthèse de ce mois d'octobre. Portez-vous bien et à très bientôt.